Merci infiniment Fabrice, merci Emmanuel pour votre invitation. Merci pour cette introduction, effectivement, qui résume beaucoup de choses et qui présente beaucoup de choses et qui ouvre beaucoup d'enjeux et qui a la difficulté pour moi en tant que juriste et qu'avocat de finalement poser le cœur de l'interrogation qui consiste à dire que nous sommes faits pour appliquer les normes ou contester l'application des normes, mais c'est un peu moins naturel de s'intéresser au but ou aux valeurs que poursuivent ces mêmes normes. Alors, néanmoins, il est important en tant que citoyen, effectivement, de procéder à cette interrogation. Je pense que c'est essentiel, surtout dans ces périodes de crise, et surtout, effectivement, avec ce paroxysme de recherche de sécurité du fait de la pandémie. Très rapidement, je voudrais rappeler quand même quelques éléments, quelques dispositifs juridiques, rappeler ce qu'on peut entendre par sécurité. Ce sera plus, comment dire, en quelque sorte global plutôt qu'une analyse très pointue des dispositifs juridiques, et puis quelques opinions et le pourquoi du comment. Alors très rapidement, effectivement, la pandémie a fait naître énormément de dispositifs qui sont très attentatoires aux libertés, qui vont nier ou restreindre très fortement les libertés individuelles, quelles que soient ces libertés individuelles. On va en faire le détail, mais avant toute chose, je voudrais rappeler que la possibilité pour le droit d'avoir un régime exceptionnel, des dispositions exceptionnelles, un état d'urgence, un principe d'urgence qui est dérogatoire au droit habituel est tout à fait intégré. Il existe dans la Constitution, il existe dans la jurisprudence administrative depuis très longtemps, il existe dans toutes les dispositions. On sait, et le droit l'admet lui-même, que par nature, il ne s'applique qu'aux situations entre guillemets normales et qu'un droit spécifique et dérogatoire va trouver à s'appliquer lors des situations de crise. La question qui se pose est double en réalité. La première est très simple, c'est quand peut-on déclencher ces régimes dérogatoires? Quelle est la crise, la nature de la crise qui le justifie en premier lieu? Et en second lieu, bien sûr, quel est le contenu de ces dispositions exceptionnelles qui sont dérogatoires au droit commun? Alors, sur le premier aspect, pas trop de difficultés, pour une raison très simple, c'est que le législateur a choisi, même s'il existait différents régimes dans notre droit, il a choisi de créer de toutes pièces un état d'urgence sanitaire. Ça a été introduit dans le Code de la santé publique. Cet état d'urgence sanitaire permet de résoudre ou permet de prendre les mesures à l'autorité administrative, notamment de prendre les mesures qui vont s'imposer en cas de menace sanitaire grave sur le territoire ou sur une partie du territoire. Sans évoquer le contenu précis détaillé de cet état d'urgence, on sait qu'il a permis de diminuer l'exercice de certaines libertés publiques, voire les mettre en sommeil. Alors bien sûr, le confinement, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir. Euh, il existait des atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie, la possibilité par exemple d'ordonner des restrictions sur la vente de certaines molécules ou des restrictions sur la vente de masques par exemple, d'ordonner non pas la confiscation, mais la mise à disposition au bénéfice de l'autorité publique pour les personnes qui était prioritaire pour la location. On pense aussi à la liberté du travail, bien sûr, à la liberté d'expression, si on imagine que le cadre culturel est une possibilité d'expression, etc., etc. Le principe même de l'état d'urgence sanitaire résidait précisément dans la possibilité de restreindre un ensemble de libertés. Ce qui est intéressant, c'est que cet état d'urgence a été complété ensuite de différentes mesures juridiques, notamment par voie d'ordonnance. On a tout de suite aménagé, du fait du confinement, un autre ensemble de libertés, la possibilité de faire valoir en justice ses droits, la possibilité pour des détenus, par exemple, de bénéficier de mesures de libération par anticipation, ou au contraire, d'ailleurs sans même évoquer des libérations par anticipation, le fait d'être maintenu en détention alors que les raisons ne l'imposaient pas nécessairement, euh, la possibilité d'avoir par exemple d'aménagement pour des tenues d'assemblée générale, la
possibilité effectivement d'aménager, comme la question vient d'être posée sur le chat, les conditions de prescription de certains médicaments. On pense en particulier évidemment à l'hydroxychloroquine, pas de difficulté pour ça, avec l'aménagement des stocks, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y avait non seulement l'état d'urgence, qui lui-même était à interroger dans sa nécessité, et des dispositifs complémentaires, et puis surtout cet état d'urgence a été prorogé une première fois, et ensuite, il a été suivi d'une sorte d'état d'urgence light qui ne disait pas son nom, mais qui permettait de prendre des mesures ici attentatoires à la liberté. Et d'ailleurs, dans ces mesures attentatoires à la liberté, lors de la prorogation de l'état d'urgence, on a évoqué bien sûr la limitation du secret professionnel avec la constitution de bases de données, à la fois par les organismes publics et par les médecins, pour alimenter et faire des recherches de traçage sur les patients et les personnes contaminées, d'une part, et bien sûr, d'autre part, l'application de Stop Covid, dont le succès est pour le moins plus que relatif, qui a consisté à, là aussi, assurer un traçage qui se voulait massif de la population, ce qui peut être intéressant d'un point de vue sanitaire, évidemment, mais qui est en tant que tel une atteinte au respect dû à la vie privée, puisque la confidentialité des données ici n'était plus du tout garantie, c'est même exactement l'inverse. Alors on a effectivement cet ensemble de mesures qui sont restrictives de liberté. Ce qui est important de dire, c'est que dans tous ces dispositifs, normalement, il existe un contre-pouvoir qui est protecteur des libertés individuelles. Au terme de la Constitution, c'est le juge, qui est en l'occurrence le juge judiciaire, qui s'occupe effectivement de vérifier que toutes les atteintes aux libertés sont justifiées et ne sont pas disproportionnées. Et puis le juge administratif aussi, notamment le juge des référés, a son mot à dire, puisque toutes les décisions d'une autorité publique quelconque peuvent lui être en général, on ne va pas dire toujours, mais peuvent lui être déférées par la voie du contentieux et par la voie de l'urgence lorsqu'elles menacent une liberté individuelle. C'est peu dire de considérer que lors de la période de l'état d'urgence, le juge administratif n'a pas exercé un contrôle extrêmement vétilleux sur les mesures qui ont été mises en œuvre. Mais tu l'as dit, Fabrice, en introduction, effectivement, ça c'est le constat des limitations de la liberté qui ne résout pas la question du pourquoi. Pourquoi procéder à une telle limitation? Eh bien, la première raison, c'est bien sûr la sécurité. La sécurité et la sécurité sanitaire en premier lieu, le maintien à la vie, la sacralisation de la vie, tu l'as très bien rappelé de ce point de vue philosophique, d'un point de vue juridique et d'un point de vue d'un pacte social, ça n'est pas aberrant du tout. Pourquoi? Alors, je ne vais pas m'aventurer sur les terres du philosophe, mais Aristote nous disait bien que l'homme est un animal politique. Ce qui fait la cité, ce qui fait la loi, c'est la nécessité de se regrouper. La loi, c'est bien ce lien qui existe entre les hommes, qui vont s'organiser et qui vont donc édicter ensemble des règles sous le contrôle d'un juge. Mais vous voyez bien que si jamais on ne garantissait pas la sécurité des concitoyens, et on ne garantissait plus en réalité la sécurité et l'existence même de la cité. Les hommes, l'organisation politique repose sur un postulat factice qui est une fiction, mais qui sert quand même de support à la réflexion juridique d'une certaine manière. Donc elle repose sur ce postulat selon lequel effectivement les hommes se regroupent pour pouvoir mieux s'organiser et donc ce faisant créer une société et des lois. Mais que se passerait-il si finalement il n'y avait plus de regroupement possible? Que se passerait-il si à l'occasion d'une pandémie, d'une épidémie, les institutions étaient en voie de dislocation? Que se passerait-il si les corps sociaux, intermédiaires, pas intermédiaires, étaient eux-mêmes en voie de déliquescence? Que se passerait-il si les familles explosaient? Donc vous voyez bien que la sécurité est au cœur des valeurs de la République, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces mesures restrictives de liberté ont eu pour vocation, en premier lieu, de préserver l'existence même de la République. La République, c'est le regroupement, et ce qui nous interroge, c'est qu'en présence d'une pandémie, précisément, il devient interdit de se regrouper. Donc, on est au cœur à la fois de l'existence et du maintien de la République, et on va non pas sacrifier ces libertés, qui sont elles aussi l'essence de la République, il faut le rappeler, mais on va justement les mettre de côté à un certain moment pour préserver cette République et pour pouvoir préserver la capacité qui existe encore à se regrouper. Donc, la préservation de la sécurité, en tant que telle, n'est pas un objectif qui est d'une certaine manière contestable.
Il est au contraire parfaitement légitime, il est louable, le droit à la sécurité est d'ailleurs l'une des libertés, et la question qui se pose n'est pas de savoir si on doit préserver cette sécurité. Le gouvernement devait préserver la sécurité, il devait le faire à la hauteur des moyens, mais il devait le faire dans une certaine proportion et en tenant compte d'autres valeurs qui sont aussi indispensables. Alors c'est ça qui permet ici de poser la question précisément des limites à la sécurité, c'est de savoir quelles sont les libertés qui ont été particulièrement mises à mal, ou plus précisément, parce que ça, on les connaît, hein, on en a parlé, liberté du travail, du commerce, de l'industrie, d'aller et venir, etc. C'est plutôt quelles sont les valeurs qui ont été mises à mal au travers de la préservation nécessaire de la sécurité lors de l'état d'urgence sanitaire et lors de cet état que nous connaissons qui est encore un peu intermédiaire, comme Emmanuel, tu l'as rappelé, quelles sont ces valeurs qui finalement auraient pu nous donner à réfléchir davantage. Personnellement, j'en vois trois qui, à mon avis, auraient permis, auraient incité à un peu plus de modulation, je ne parle pas de modération, mais plus de modulation dans les mesures qui ont été mises en œuvre. La première, c'est bien sûr toutes les valeurs qui concernent les personnes vulnérables, la préservation de la vulnérabilité. On a tout de suite procédé à des décisions qui sont générales, impersonnelles, indéterminées, indiscriminées, pour les personnes qui étaient des personnes fragiles, on pense bien sûr notamment aux personnes en EHPAD. Et c'est intéressant, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais interroger les autres intervenants, qui consiste à rappeler en réalité qu'il y a eu un souci particulier affiché pour les personnes en EHPAD et pour les personnes vulnérables, alors que dans le reste du temps, en temps normal, finalement, les personnes qui sont vulnérables sont très secondaires dans les préoccupations des autorités publiques, des citoyens et du reste de notre cité. Donc, d'une certaine manière, il y a une tension, c'est-à-dire pourquoi protéger particulièrement à ce moment-là les personnes vulnérables alors qu'on ne les protège pas habituellement. La tension n'est pas, bien sûr, de se demander pourquoi on avait protégé les personnes vulnérables à ce moment-là. La réponse est évidente, c'est parce qu'elles sont particulièrement vulnérables au moment de la pandémie. La question est plutôt pourquoi ne protège-t-on pas les personnes vulnérables hormis ces situations de crise, d'une part, et d'autre part, peut-on imaginer que la seule protection que nous offrions aujourd'hui dans notre cité aux personnes particulièrement vulnérables consiste dans un arrêt des soins, un arrêt des traitements, une interruption pour certains malades chroniques, effectivement, de leur traitement, et un enfermement en aval et en amont, c'est-à-dire que beaucoup d'entre elles sont encore, non pas confinées, mais subissent des restrictions à leur liberté d'aller et venir plus importantes que le reste de la population. Ça, c'est la première valeur qui, d'une certaine manière, aurait nécessité un peu de modulation. La deuxième valeur, c'est bien sûr l'individualité. Et celle-là, elle s'adresse à tous les citoyens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple. Comme vous le savez, des arrêtés préfectoraux ont été soumis à l'annulation du juge administratif concernant le port du masque. Le juge administratif des tribunaux administratifs locaux et le Conseil d'État, je le dis en toute sincérité, je n'ai pas eu le temps de lire la décision encore, l'ordonnance, mais d'après ce que j'ai cru comprendre des échos qui s'en sont faits, le Conseil d'État a considéré qu'une interdiction générale serait disproportionnée et qu'il aurait fallu agir avec un peu plus de discernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire le masque partout, tout le temps sur le territoire d'une préfecture ou d'une zone. C'est qu'on peut l'interdire dans des zones qui sont fortement peuplées, densément peuplées, mais qu'il faut discriminer entre les différentes zones et les différents usages. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va laisser une marge de liberté aussi individuelle à chacun pour apprécier les conditions dans lesquelles le masque est important, les conditions dans lesquelles il est indispensable, et qu'on ne peut pas là non plus avoir une politique qui soit indéterminée. Tout ça pour dire que vous voyez bien que ici, il ne s'agit pas, et on va faire le lien avec la troisième valeur, il ne s'agit pas finalement de dire bon bah chacun fait ce qu'il veut, c'est à rebours de toute mesure de santé publique, mais c'est plutôt d'avoir un minimum de confiance dans sa population aussi pour rappeler qu'on ne peut pas imposer par principe une limitation à la liberté, que le principe est au contraire de la liberté et qu'il faut justifier assez strictement
cette atteinte à la liberté. Alors, cela étant, il faut faire appel à la confiance et à l'individualité, et c'est là que j'en viens à la troisième limitation, effectivement, à ces interdictions de liberté, c'est que je distingue pour ma part l'individualité de l'individualisme, et que cette distinction, à mon avis, est à opérer selon une ligne de partage qui tient dans la solidarité que nous devons tous les uns les autres. La solidarité qui, là aussi, constitue une limite à la réflexion juridique, parce qu'il faut, dans une période de pandémie, faire jouer des solidarités, des choses qui sont extra-juridiques et qui permettent à chacun soit de survivre, soit de maintenir une raison finalement d'exister, de vivre et de continuer à s'inscrire dans un projet commun dans la cité. Cette solidarité est nécessaire pour une raison déjà sanitaire évidente. Chacun est un vecteur potentiel de virus, donc chacun a la possibilité de contaminer l'autre, et c'est ce qu'on voit dans le port du masque. On nous dit souvent qu'il faut porter le masque, non pas seulement pour soi, mais avant tout pour protéger les autres. Donc c'est une marque de solidarité et qui doit recueillir l'adhésion pleine et entière de chacun. Et puis solidarité aussi, parce que, encore une fois, c'est en lien avec la vulnérabilité. Il y a des personnes qui sont vulnérables, il y a des dispositifs juridiques qui sont parfois un peu trop implacables et qui nécessitent quelques adaptations au cas par cas, pour des raisons de solidarité, pour des raisons d'humanité, pour des raisons de dignité. Donc ces trois valeurs, à mon avis, vulnérabilité, individualité, solidarité, justifiaient pleinement qu'il y ait une approche un peu plus différenciée des mesures restrictives de liberté, quand bien même la sécurité, encore une fois, constitue elle-même une valeur assez essentielle de notre démocratie et de notre République. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces propos à la fois très clairs, et en même temps, j'ai beaucoup apprécié les nuances, notamment entre modération et modulation. Merci aussi évidemment d'avoir rappelé ce qui peut justifier une mesure restrictive de liberté, les conditions de nécessité, proportionnalité, de contrôle indépendant, d'individualisation, de particularisation. Vincent Israël Jost, Vincent, est-ce qu'on a des questions dans le chat que tu souhaites relayer à Benjamin? Oui, si vous m'entendez, me voyez, c'est bon? Très bien, ouais. Ouais, moi je vous entends parfaitement. Très bien. J'ai vu que vous aviez vous-même suivi l'une ou l'autre intervention, qui pour l'instant émanent toutes de la même personne, Dominique Jolme. Donc je passe sur celle que vous avez soulevée en cours d'exposé. Pour revenir à la première question, première intervention sur la liberté de choix de vie. Au nom de quoi ne pas prendre en compte l'avis des personnes très âgées qui sont prêtes à mourir plus tôt, mais en vivant la relation avec leurs proches jusqu'au bout? Comment résister à l'enfermement autoritaire des personnes âgées? Et je crois que ça, c'est une question qui est aussi assez importante, parce que c'est vrai qu'on a eu tous à réfléchir en termes d'interconnexion des populations, des tranches d'âge. Il fallait qu'on fasse attention aux aînés en particulier, mais pour ceux qui sont en quelque sorte en bout de chaîne, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles, mais qui s'expriment sur la question et qui aimeraient continuer à maintenir une véritable relation avec leurs proches. Est-ce que c'était la bonne chose? Est-ce que c'était bien de les forcer comme dit Dominique Jolme, à l'enfermement autoritaire des personnes âgées? Un avis là-dessus? Pardon, la question s'adresse à moi en particulier ou Oui. D'accord, merci. Oui, avec plaisir. Alors, on est là aussi dans un choix d'opportunité. C'est pas un propos juridique. La question qui se pose en réalité, c'est qu'on va protéger les personnes contre leur propre volonté. Donc, dès qu'effectivement on édicte pour quelqu'un ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on change un peu de logique. On n'est plus dans une logique de liberté, effectivement. On est dans une logique qui devient une logique un peu autoritaire, qui peut se justifier lorsqu'il y a un risque d'exposition des tiers. Alors, c'est la difficulté, c'est-à-dire que si c'est une personne qui est dans un lieu de vie collectif, quel qu'il soit,
on voit bien qu'effectivement, la personne qui choisirait d'aller faire des allers-retours va menacer les autres personnes qui, à son retour dans le lieu de vie collectif, qui sont elles-mêmes dans ce lieu de vie collectif. Si c'est une personne qui n'est pas dans un lieu de vie collectif, le confinement permettait tout à fait à ces personnes d'être confinées avec leurs proches, par exemple, mais se pose la question effectivement de la logique d'une mesure qui s'impose à tout le monde qui s'impose à une personne contre sa propre volonté. En termes de liberté individuelle, ça me dérange un peu parce que on postule de ce fait non pas une sorte d'abolition générale du consentement, mais on postule que d'autres personnes sont plus à même de déterminer ce qui est bien, une autorité est plus à même de déterminer ce qui est bien pour une personne que cette personne elle-même, quand bien même, elle exprime sa volonté. Et du coup, pour poursuivre sur cette question, qui est l'intervention de Jean-Marie Robine, sait-on clairement sur quoi repose, et cette fois en termes juridiques, l'interdiction des visites en EHPAD, idem pour le confinement en chambre? Alors, honnêtement, le support textuel, je l'ai pas en tête. Effectivement, on doit avoir des protocoles, des recommandations. J'imagine qu'à un moment ou un autre, il y a dû y avoir un arrêté du ministère de la Santé qui a proclamé ça, au-delà du confinement et au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Je pense qu'il y a aussi, il faut être honnête, il y a aussi probablement une notion de responsabilité du directeur de l'EHPAD ou de la directrice de l'EHPAD sur un risque de contamination. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, connaissant les recommandations ou connaissant les protocoles, même infrajuridiques, qui sont recommandés, s'en exonère et que sa population subit des décès, elle engagerait très probablement sa responsabilité. Donc la difficulté consistera effectivement à naviguer entre les deux, entre la responsabilité, qui est un souci légitime parce que c'est en fait un manquement à la sécurité, évidemment, et la liberté voulue par certains résidents. Et on reviendra très certainement un peu plus tard sur cette question avec d'autres intervenants. Ouais.